Soyez les bienvenus sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens, organisé en partenariat avec La Croix, avec Radio Notre-Dame et le réseau des radios RCF. Alors nous accueillons aujourd'hui Jean Leonetti, ancien ministre qui a donné son nom à deux lois, les lois de bioéthique. Il est maire d'Antibes et il vient d'être nommé, et c'est le tout nouveau président du Conseil national des Républicains, présenté par Laurent Wauquiez, le nouveau président, comme une grande voix centriste. Bonjour, Monsieur Leonetti, cette grande voix centriste est la bienvenue sur ce plateau. Merci. Elle va être interrogée par trois journalistes, Laurent de Boissieu de La Croix, bonjour. Alain Baron de Radio Notre-Dame, bonjour. Et Romain Mazneau de RCF. Bonjour. Alors, une question. Vous étiez jupéiste, vous veniez du centre, même du Parti radical. Vous n'étiez pas un proche de Laurent Wauquiez. Quels sont les arguments qui vous ont séduit pour quand même entrer dans le rang, et puis d'une certaine manière, un peu lui servir de caution quand même? L'argument, c'est le rassemblement. Les Républicains, c'est d'abord, si on s'en souvient, issu de l'UMP. Je suis fondateur de l'UMP, fondateur des Républicains. Qu'est-ce qui se passait à l'époque? On disait il y avait des libéraux, il y avait des démocrates chrétiens, il y avait des radicaux, il y avait des gaullistes. Et on s'apercevait que ce qui nous rassemblait était bien plus fort que ce qui nous divisait. Et donc, à un moment donné, on s'est dit, on va faire une formation de diversité. Et dans cette diversité, on va avoir la force de l'unité et la richesse de la diversité. Et donc, ça n'a pas si mal marché sur des élections qui ont suivi. Et puis, ensuite, à la suite des élections dernières, on a eu une défaite très lourde. C'est la première fois sous la Ve République que la droite républicaine n'est pas au second tour d'une élection présidentielle. Et derrière, bien entendu, on a perdu les législatives. Depuis, on a regagné le Sénat et probablement, on est en train de se reconstituer. Le fait de rebâtir la maison, il me semble qu'elle doit se bâtir sur un socle de nos valeurs et que sur ce socle des valeurs, eh bien, on accepte la diversité des contributions. Je suis persuadé que le projet que nous avons présenté aux Français et qui n'a pas eu leur adhésion doit être profondément repensé. Il doit être profondément repensé et nous avons déçu. Nous avons déçu parce que probablement, à un certain moment, nous n'avons pas fait ce que nous avions dit que nous allions faire, mais surtout parce que le projet que nous présentions n'était pas empreint de l'innovation, de la modernité, n'était pas en adéquation avec l'attente de nos concitoyens. Donc il faut rebâtir. Et donc, je ne vois pas comment j'aurais pu refuser à mon ami Laurent Wauquiez, qui m'a sollicité, une responsabilité dans ce projet. Et dans le mouvement Les Républicains, le Conseil national, c'est le Parlement du parti. C'est l'endroit qui donne les orientations, où on mène les débats. Et donc, je vais m'engager à ses côtés pour faire en sorte de faire vivre ce débat. Alors, des débats, il va y en avoir. Et la première question aussi, pour ce face aux chrétiens, vous vient de Laurent de Boissieu de La Croix. Laurent. Alors, comme vous l'avez rappelé, l'UMP, devenu les Républicains, est issu de rassemblement de plusieurs familles politiques divergentes. Mais ce rassemblement s'est fait parce que les ex-gaullistes du RPR se sont UDFisés sur le plan des idées. Ils sont ralliés à l'Union européenne supranationale et ils sont ralliés à un certain libéralisme, plus ou moins social, mais à un certain libéralisme. Mais aujourd'hui, Laurent Wauquiez, sur ces deux points, protectionnisme économique, d'un côté. De l'autre côté, on sort de l'espace Schengen, donc on remet en cause l'Union européenne. Comment pouvez-vous vous retrouver quand même, tout de même, sur ces idées-là, qui sont des idées qui sont à l'inverse de toutes celles que vous avez défendues dans votre vie politique jusque-là? Alors, sur l'Europe, puisque c'est un sujet sur lequel on donne l'impression d'être clivé, voire clivant, il se trouve que j'ai succédé à Laurent Wauquiez au ministère des Affaires européennes. Il partait, je lui ai succédé. Quand je regarde ce qu'il disait à l'époque et ce que je disais à l'époque, c'est la même chose. Ce qu'il dit aujourd'hui. Je rappelle qu'à cette époque-là, le ministre d'État, c'était Juppé, le Premier ministre, c'était Fillon, et le président de la République, c'était Sarkozy. On disait quoi? La première fois où j'ai fait une interview au ministre des Affaires européennes, j'ai sorti le livre de Régis Debray qui s'appelait « Éloge des frontières ». Éloge des frontières, ça veut dire qu'on sentait bien
que ces frontières qui reculaient de manière permanente nous amenaient dans des situations où on perdait le projet et où en même temps on s'approchait de la Turquie. Et donc on a dit à cette époque-là, lui avant moi, moi après lui, la Turquie ne rentrera pas de l'Europe et il nous faut des frontières extérieures sûres. Frontières extérieures sûres, ça veut dire qu'on revoit Schengen et qu'on revoit l'organisation de la libre circulation. Deuxième point, on disait, est-ce que c'est normal que la Chine ou les États-Unis viennent avec des produits alors qu'ils sont très protectionnistes et envahissent le marché européen, faisant du dumping sur des entreprises européennes, entreprises qui avaient de la surtaxe et de la complexité. On disait non, ça s'appelait non pas le protectionnisme, ça s'appelait la réciprocité. C'est du protectionnisme. Appelez-le comme vous voulez, mais le protectionnisme, ça veut dire il n'y a personne qui rentre chez moi et je laisse sortir personne. La réciprocité, c'est si en Chine, je ne peux pas pénétrer dans une concurrence loyale, je ne vois pas pourquoi je laisserai mon territoire se concurrencer par des produits chinois. Est-ce qu'aujourd'hui, nous disons autre chose, lui et moi? Nous disons toujours que nous voulons une Europe, et je dirais avec un noyau dur qui est le noyau obligatoire de la zone euro. Nous voulons aussi une Europe qui protège, si vous voulez l'appeler protectionniste, l'ensemble de nos entreprises et nos citoyens, et nous voulons des frontières sûres pour pouvoir circuler librement à l'intérieur d'un Schengen 2. Donc il n'y a pas de différence fondamentale. Il y a une différence entre ce que nous allons proposer, et le débat va le faire émerger, entre ce que demande Mme Le Pen, c'est la sortie de l'euro, ou ce que propose M. Macron, c'est un fédéralisme, et les frontières qui continuent à s'ouvrir. Donc, il me semble qu'il y a une proposition très claire de la part des Républicains. Au passage, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis, on a eu le Brexit. Depuis, on a eu toute une série de pays de l'Est qui ont sombré dans le populisme. Et depuis, on a eu des vagues migratoires comme on n'a jamais eu à l'intérieur de l'Europe. Et enfin, on a un terrorisme international islamique qui vient frapper l'ensemble des capitales et l'ensemble des pays européens. Si ça ne suffit pas pour se dire qu'il faut refonder le projet européen sur les bases que j'ai données et qui sont des bases que nous avions ensemble, ben, il me semble que oui, il y a un projet innovant européen à porter. La question maintenant est de Romain Mazenot de RCF. Romain. Alain Juppé a décidé de prendre ses distances avec les Républicains. Xavier Bertrand est parti. Maintenant que Laurent Wauquiez est élu, que vous avez été désigné à la tête du Conseil national, donc une voix centriste, est-ce que pour vous c'est la fin de l'hémorragie des modérés au sein de LR? Écoutez, moi je suis médecin, donc dans un premier temps, on arrête l'hémorragie, dans un deuxième temps, on transfuse. Voilà. Là, elle est terminée, l'hémorragie. Donc, l'hémorragie, je pense qu'elle est finie. Je regrette, à titre personnel, que Alain Juppé, qui est une grande voix et qui est un homme pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, soit sorti des Républicains. Moi, je pense que si on veut changer les choses, on les change à l'intérieur et on ne les change pas à l'extérieur. La politique, ce n'est pas être spectateur de ce qui se passe. La politique, c'est être acteur de ce qui se passe. Je n'ai pas toujours été d'accord avec ce que dit Laurent. Probablement dans l'avenir, on le sait, nous aurons des positions qui seront divergentes sur tel ou tel sujet. Par exemple, sur quoi? Probablement dans l'avenir. Donc, ne me faites pas faire la boule de cristal. Voilà. Il se peut qu'on ne se trouve pas en adéquation. Eh bien, on en débattra. Ce qui me paraît important dans l'attitude de Laurent Wauquiez, c'est l'acceptation de la diversité. Et non seulement l'acceptation de la diversité, mais la diversité dans le débat. Mais il dit qu'il y a une seule droite, contrairement à Valérie Pécresse qui dit qu'il y a plusieurs droites, il faut reconnaître la diversité. Écoutez, il y a un seul parti qui s'appelle les Républicains. À l'intérieur, je l'ai rappelé, il y a des libéraux, il y a des gaullistes, il y a des démocrates chrétiens, il y a des radicaux. Donc dire que voilà, il n'y a pas qu'une seule maison dans la maison du Père. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Voilà. Alain Baron. Oui, on l'a rappelé tout à l'heure, vous venez il y a déjà plusieurs années du Parti radical. Vous n'avez pas été tenté par le macronisme, par le mouvement En Marche, avec son idée de ni droite ni gauche? Écoutez, moi j'aime bien essayer d'avoir des débats d'idées et des majorités d'idées. Hein, c'était un peu ça les républicains sociaux que nous étions, avec la laïcité bien comprise comme une liberté. C'était les bases fondamentales des partis radicaux. Aujourd'hui, pourquoi serais-je tenté par le macronisme? D'abord,
on augmente la CSG des plus vieux et 4,5 milliards, on met 4,5 milliards à ceux qui ont des actions sur les entreprises du CAC 40. Franchement, ça ne me paraît pas être une attractivité centriste très forte. On prend aux vieillards et au lieu de le donner à la dépendance, c'est-à-dire, vous voyez ce qui se passe dans les EHPAD aujourd'hui, les difficultés que l'on rencontre, au lieu de prévoir une solidarité envers nos aînés, on allège l'impôt de ceux qui sont les plus fortunés. Si vous seriez pour l'augmentation de la CSG, mais affectée autrement. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis simplement qu'il y a eu une période, et j'en étais de cette discussion, où on disait faut-il monter légèrement la CSG pour couvrir la dépendance. La dépendance, c'est un sujet dans notre pays. Voilà. Mais franchement, monter massivement la CSG pour l'attribuer à l'impôt sur la fortune des gens qui ont des actions, je trouve qu'il y a là quelque chose qui ne peut pas attirer un centriste, voilà, qui ne peut pas attirer un républicain tout simplement. Alors justement, voilà. Parce que c'est injuste, voilà. Dites-moi, dans votre discours, vous avez dit on a un devoir de l'audace. Dans votre discours d'investiture, pas d'investiture, mais lorsque vous avez été nommé comme président, c'est quoi le devoir de l'audace pour vous, les Républicains, aujourd'hui? Le devoir de l'audace, c'est se remettre en cause. C'est accepter de dire, oui, bien sûr, il y a eu probablement une affaire qui a gêné notre candidat. Oui, il y a eu des trahisons, mais si nous avions eu un projet qui était suffisamment porteur et qui fasse adhérer l'ensemble des Français et en qui on ait confiance, on aurait gagné. Mais l'audace, c'est simplement de faire un devoir d'inventaire. Non. Alors, la première phase, c'est de faire un devoir d'inventaire. C'est une audace de modestie. Ça nous fera du bien. Hein. Je veux dire, la politique, la modestie, ce n'est pas la qualité première. La deuxième, c'est de se dire, prenons les sujets, et au lieu de dire que ça n'est pas un sujet, essayons de le résoudre, non pas sur des propositions que nous faisions et qui ont porté leurs fruits il y a 10 ans ou il y a 15 ans, mais en les réactualisant. On parlait de l'Europe tout à l'heure. Il s'est passé des choses en Europe. Donc, est-ce que cette nouvelle donne, sur des bases fondamentales qui sont que je suis profondément européen et que je le resterai, est-ce qu'il n'y a pas à créer une nouvelle Europe? Est-ce qu'on n'a pas l'audace de pouvoir dire, eh ben, on proposait ça en 2002, eh ben maintenant on est en 2016 et on propose autre chose. On est en 2018, on en propose autre chose. On est en 2020, on propose autre chose. Et normalement, un politique, ce qu'il doit faire, c'est anticiper les problématiques. Donc je crois que l'audace, c'est accepter qu'il n'y ait aucun tabou. Et la deuxième audace, c'est d'accepter de faire des propositions qui sont différentes de celles qu'on a fait jusqu'à présent. D'accord. Romain Masneau de RCF. Vous dites aussi... Je dirais, pardon, que l'audace, c'est aussi d'aller dans des champs qui sont l'écologie, la culture, qui sont... Il y a pas le social, il n'y a pas d'espace réservé à la gauche et d'espace réservé à la droite. Voilà. Et l'audace, c'est d'aller aussi dire, voilà, le projet écologique des Républicains. Vous le connaissez aujourd'hui, le projet écologique des Républicains? Il n'y en a pas. Ça fait 20 ans que vous en cherchez un. Ça fait 20 ans que les Républicains... Bon, on va laisser Romain poser une question. Romain. Vous dites aussi que vous voulez faire tomber des tabous dans la société française, dans la vie politique. C'est quoi ces tabous? Vous pensez à l'immigration, l'islam, ou c'est quoi les sujets tabous? Oui, moi je pense que à partir du moment où on dit y a-t-il ou non un problème, ça ne veut pas dire comment on le résout. Il y a un problème de réfugiés, il faut l'aborder avec la part d'humanité et d'autorité qui incarne la France. Il y a un problème de l'islam, et moi qui suis empreint de laïcité, je dis comment on permet aux gens d'adhérer à leur foi tout en faisant en sorte que ça reste dans un champ qui ne choque pas, ne provoque pas. C'est des sujets. Si on dit immigration, j'en parle pas parce que c'est le Front National. Le social, j'en parle pas parce que c'est la gauche. À quoi on sert? Qui dit cela? Personne ne dit cela. Personne n'a empêché la droite de parler d'immigration, de parler de social, et vous le faites depuis toujours. Non. Je pense qu'on n'en parle pas, on en parle de manière timide et je dirais un peu timorée, en essayant de suivre quelquefois et de dire la même chose que nos adversaires pour ne pas les déranger. Eh bien, je pense que le temps est venu, parce que nous avons perdu, parce que nous avons eu des lourdes défaites, de se remettre en cause, d'aller dans des champs
qui sont des champs nouveaux que nous n'avions pas l'habitude d'aborder, au-delà du régalien, et puis d'essayer de porter un projet moderne, innovant, pour l'ensemble de nos concitoyens, pour les échéances à venir. Alain Baron de Radio Notre-Dame. Oui, en ce moment, la classe politique se divise autour du cas du ministre Darmanin. Quelle est votre analyse de cette affaire dont Il on faut sait pas ce que ça redire, veut. il faut redire que donc le ministre Darmanin, il y a contre lui une plainte par une ancienne call girl et une plainte pour viol. Voilà. Mais pour l'instant, la justice s'est pas du tout prononcée. Alors quel est votre point de vue? Le point de vue, c'est d'abord que la présomption d'innocence, c'est une base. Malheureusement, elle est bafouée, comme le secret de l'instruction, de manière permanente. Et nous avons subi ces deux éléments-là lors de la campagne de François Fillon. Après, lorsqu'on est aux responsabilités, qui est-ce qui a donné les responsabilités à M. Darmanin? C'est le président de la République, M. Macron. Lui va se trouver confronté à une situation, et qui sont sa décision et celle du président, de dire est-ce que je suis en capacité d'exercer sereinement la responsabilité pour la France qui est ma charge. Voilà. Je connais quand même, et vous connaissez tous, des différents épisodes de ce type. Voilà. Il y a un moment où effectivement ça ne devient pas tenable. Je rappelle que M. Macron a sorti, entre guillemets, M. Bayrou, il a sorti M. Ferrand, sur lequel il y avait même pas de plainte avérée. On était dans une situation où il y avait un soupçon. Donc, sur le plan éthique, je trouve que c'est dommage qu'on ait une société où le soupçon triomphe de la présomption d'innocence. Mais sur le plan pratique, je vois mal comment on peut tenir à un poste de responsabilité avec le poids de la suspicion sur soi-même. C'est au président de la République et à M. Darmanin de prendre leurs responsabilités. Mais vous avez voulu tout de même calmer un peu le jeu et notamment de ne pas appeler, comme l'a fait Laurent Wauquiez, à la démission du ministre. Pourquoi l'avez-vous fait? Je pense qu'il faudrait qu'on revienne à des règles de droit en général. Voilà. Ces règles de droit, c'est qu'il y a un secret de l'instruction et il est bafoué en permanence. Dès qu'un homme politique est soupçonné, les journalistes bénéficient d'informations que l'ensemble de la population n'a pas. Et elles viennent d'où, ces informations? Elles viennent d'une violation du secret de l'instruction. D'où vient le problème de la présomption d'innocence bafouée? C'est que la présomption d'innocence est bafouée parce que le temps judiciaire n'est pas le temps médiatique. Le temps médiatique, il est immédiat. Le temps politique, il est immédiat. Et le temps judiciaire, il est lent. Alors, on peut dire, écoutez, voilà, laissons la justice sereinement faire son travail. Tiens, au fait, à propos de François Fillon, où on en est? Vous en entendez quelque chose, vous? Il a été mis en examen en quelques jours. Lui-même demandait que la justice aille vite. Voilà. Lui-même avait voulu que la justice aille vite pour pouvoir être libéré éventuellement et pas mis en examen. Eh ben, la libération, elle est faite. Vous avez une information sur le fait qu'il est coupable, pas coupable, etc. Donc vous voyez bien que le temps médiatique est un temps différent du temps politique et différent du temps judiciaire. Donc il y a un problème qui n'est pas le problème des Républicains, c'est le problème du président de la République qui a nommé quelqu'un qui est accusé de choses graves. Et est-ce qu'il peut ou non continuer sereinement son travail au service de la France et des Français? C'est à eux deux à répondre. Merci de ces précisions. Nous allons marquer une première pause dans ce Face aux chrétiens avec vous, Jean Leonetti, ancien ministre et maire d'Antibes et président du Conseil national des Républicains. Et dans un très très court instant, on se retrouve. À tout de suite. On se retrouve pour cette deuxième partie de Face aux chrétiens, réalisée en partenariat avec La Croix, qui est représentée par Laurent de Boissieu, avec Radio Notre-Dame et Alain Baron, et le réseau des radios RCF avec Romain Mazenot. On a comme invité cette semaine Jean Leonetti, ancien ministre et le tout nouveau président du Conseil national des Républicains. Il est aussi maire d'Antibes.
Alors, on a parlé de la politique nouvelle, mais de la politique des Républicains. Je voudrais qu'on avance un peu et puis que vous puissiez nous dire ce que vous pensez maintenant des 6-8 mois de gouvernance Macron, Philippe. Quelles erreurs aurait-il commises? Comment vous appréciez ce nouveau pouvoir? En matière de communication, aucune erreur. C'est une communication parfaite. C'est un président qui est jeune, qui va sur la scène internationale et je dirais même qui fait quelques propositions qui peuvent, à première vue, séduire. Dans la réalité, ce pays est en difficulté pour deux raisons. Il a une dette très importante et il a besoin de ne pas creuser ses déficits. Et le projet de loi de finances, on continue à creuser le déficit. Le deuxième point, c'est que ce pays est un des pays les plus fiscalisés d'Europe. Il est le deuxième. Donc on devrait quand même poser sur le plan fiscal. Et les impôts augmentent. Donc sur ces deux points-là, il y a un désaccord profond parce que c'est une mauvaise chose pour notre pays, pour l'avenir. Après, il y a des lois qui ont des beaux titres et qui sont un peu cosmétiques. Voilà. On nous dit on fait une loi de travail, mais enfin, on ne touche pas au seuil, par exemple. Il faudra y toucher. Voilà. On nous dit on fait une loi, on sort de l'état d'urgence et on sera encore sécurisé. On voit bien qu'on a baissé la garde dans une situation qui n'est pas encore stabilisée sur le plan du terrorisme. Donc, je pense qu'enfin, et surtout, à mes yeux, il y a une méconnaissance des territoires. Quand on fait un cadeau fiscal et qu'on est président de la République, on le fait sur les impôts qui sont nationaux, on ne le fait pas sur les impôts qui sont locaux. Et quand on voit le pacte financier qui propose aux collectivités, il faut que les collectivités, pour qu'elles continuent à avoir une dotation de l'État, ne dépassent pas 1,2 de leurs dépenses de l'année précédente. Collectivité locale. Locale, bien sûr. Donc là aussi, il y a un appauvrissement qui se fera aux dépens du social, parce que les collectivités territoriales, c'est en grande partie les centres communaux d'action sociale, c'est les crèches, haltes garderies, les cantines. Là-dessus, évidemment, si une ville se mettait à faire une crèche supplémentaire, elle va créer de l'emploi. Elle va créer de l'emploi public. Même si elle a les recettes en face, elle va dépasser le 1,2 qui est imposé et elle va perdre les dotations de l'État. Donc je trouve qu'il y a un marché de dupes avec le territoire. Et cette fracture-là est une fracture qui est grave pour notre pays parce que, en gros, quand même, ce qui est la vie quotidienne des gens, c'est quand même la vie municipale, la vie dans la ville, la vie dans le territoire. Donc je pense qu'il y a là une erreur majeure qui va se payer assez vite. Alain Baron de Radio Notre-Dame. Oui, il y a un sujet lourd qui se pose non seulement à l'Europe, mais à la France, c'est l'immigration. Quelle est votre lecture de la politique d'immigration du président Macron et que peuvent proposer les Républicains? Il n'y en a pas de politique en matière d'immigration. Donc, de la part du président de la République, il n'évoque pas le problème et c'est un problème. Il y a une immigration qui doit être légale, une immigration légale qui doit être en fonction des besoins de la France. Ça n'est pas anormal de dire qu'un pays décide de qui rentre régulièrement sur son territoire. Il y a un deuxième chapitre qui est le chapitre du droit d'asile. La France est le pays des droits de l'homme et ceux qui effectivement sont persécutés dans leur pays, les réfugiés, doivent trouver asile en Europe. Et je pense que c'est un sujet européen et pas un sujet national. Et puis le troisième point, c'est des gens qui sont dans l'illégalité. On peut difficilement quand même constater, accepter qu'on se trouve dans totale illégalité, débouté du droit d'asile et de rester quand même sur le territoire dans lequel on est dans l'illégalité. Donc je pense que ces trois éléments-là, il y en a un, c'est le droit de la nation de définir son immigration légale et de la définir dans sa quantité et dans ses objectifs. C'est le devoir de la France d'accepter des réfugiés et c'est le devoir de la France d'accepter
de reconduire aux frontières les personnes qui sont déboutées du droit Il y a d'asile. un projet de loi Asile et Immigration qui va être Romain présenté Maslow. bientôt par Gérard Collomb dans les mois qui viennent. On parle de reconduction drastique à la frontière, d'augmentation des... Là, vous pourriez travailler avec le gouvernement main dans la Travailler, main, mais le en soutenir fait, il n'y a qu'une différence d'augmentation ou de diminution des délais. Il n'y a pas de véritable stratégie de politique d'immigration. Et une politique d'immigration, ça ne se fait qu'en dialogue. Je ne parle pas du droit d'asile, qui lui se fait dans une situation de guerre ou de misère, mais ça se fait en dialogue avec les pays qui sont des pays porteurs de migration. Donc, si on veut résoudre ce problème, il faut non pas le résoudre en disant il faut que le droit d'asile soit donné dans un espace de 4 semaines de moins ou de 2 semaines de plus. Il faut prendre le problème dans sa globalité, et c'est désormais un problème européen, pour une bonne simple raison, c'est que si on est dans l'espace Schengen avec une liberté des frontières, ce que décide l'Allemagne a des répercussions sur la France. Une question de Laurent de Boissieu de la Croix. Laurent. Vous parlez des territoires. Emmanuel Macron va se rendre en Corse. Actuellement, il y a une majorité régionaliste qui demande plusieurs revendications qui exigeraient de se modifier et réviser la Constitution. Est-ce que vous pensez que la question corse passe par une révision de la Constitution? Et si oui, jusqu'où? Et sinon, pourquoi? Non. C'est ma réponse. Et mon nom vous indique que je suis d'origine corse. Je pense que c'est un territoire, c'est une île. Une île, elle a besoin d'une autonomie. Voilà. Mais je serais très inquiet si la Corse se détachait de la France, parce que ça ne sera bon ni pour la France ni pour la Corse. Une question d'Alain Baron de Radio Notre-Dame. Oui, tout récemment, on a vu un mouvement social dans le personnel des EHPAD, ces maisons qui sont faites pour les personnes âgées, plus ou moins dépendantes. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, que proposent les Républicains? Est-ce qu'il y a des solutions à apporter, faciles à apporter? Parce qu'on a l'impression que c'est... Non, les solutions ne sont pas faciles. Le problème de l'EHPAD, d'abord, on va dire maison de retraite pour que tout le monde comprenne. Maison de retraite, il y a quelques années, c'était 65 ans l'entrée et on est resté une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est 84-85 et on y reste 2 ans et demi. Et c'est un élément positif, paradoxalement. Ça veut dire qu'on a réussi à garder à domicile, et tous les gouvernements l'ont fait, avec des aides, des personnes âgées, qu'elles restent dans leur environnement familial, avec une aide à domicile. Bravo. N'empêche que lorsque la personne arrive en maison de retraite médicalisée, elle est dans un degré de dépendance qui ne lui permet plus de rester à la maison, et donc le degré de dépendance est loin d'être négligeable. Dans ces conditions, on peut toujours essayer de faire des économies, mais l'économie humaine, elle est difficile parce que le coût d'une maison de retraite médicalisée, c'est un coût de personnel. C'est du temps humain. Ce temps humain, il est fait pour faire une toilette, il est fait pour lever une personne, il est fait pour l'accompagner dans le jardin, il est fait aussi pour lui parler, pour essayer de faire en sorte qu'elle ne vive pas dans une institution isolée. Voilà. Quand vous avez des toilettes qui sont de 10 minutes, vous imaginez qu'en 10 minutes, vous ne pouvez pas faire un dialogue, apporter un minimum de réconfort. Et ce qui me choque, moi, c'est que ces hommes et ces femmes qui se battent, souvent des femmes d'ailleurs, elles ne se battent pas pour avoir plus d'argent, se battent pour pouvoir faire bien leur métier. Donc vous seriez aux affaires, quelle décision prendriez-vous? C'est un peu pour compléter la question d'Alain Baron. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est une histoire d'argent? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est aussi une histoire d'argent. Ouais. C'est aussi une histoire de choix politique. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, si on avait dû augmenter la CSG, et c'était un débat qu'on avait avec Roselyne Bachelot à l'époque, on disait, est-ce qu'on fait une petite augmentation de la CSG et on consacre ça uniquement à la dépendance? Un peu comme ce fameux lundi de Pentecôte dont vous vous souvenez, qui va au CNSA. Est-ce qu'on alimente le CNSA d'une autre façon, avec effectivement une contribution? Alors, votre proposition? La proposition, c'est qu'il faut changer l'organisation. Voilà, l'organisation. Dans cette organisation, il y a une étape à franchir supplémentaire, c'est que si on met plus de moyens encore, qui ne sont pas très onéreux, pour le maintien à domicile, si on gagne par exemple 6 mois de maintien à domicile, avant le passage en EHPAD, eh bien on gagne plusieurs milliards. Et donc on peut rééquilibrer la dépendance. Mais moi, je dis les choses très franchement, le projet des Républicains, ce n'est pas d'augmenter les impôts. Mais l'impôt, il doit servir
à soulager les plus fragiles. Et qu'est-ce qu'il y a de plus fragile que le senior dépendant? Donc, s'il y a vraiment une cause nationale, c'est bien celle-là. Une question de Laurent de Boissieu, La Croix. Première étape des révisions des lois bioéthiques, c'est des organisations de débats dans les grandes villes. Est-ce que ce sont vraiment des débats citoyens ou est-ce que ce sont des débats qui ne sont pas monopolisés par des gens très actifs pour ou contre tel ou tel aspect des lois bioéthiques? Quand on a... D'abord, je rappelle que c'est un amendement que j'avais déposé qui fait que désormais, on ne peut plus toucher aux lois bioéthiques sans faire un débat national. Parce que la bioéthique, c'est la vie, c'est la mort, c'est des choses qui touchent tous les citoyens et ça ne peut pas être réservé aux experts et aux politiques. Donc le débat citoyen, comment l'organiser? La première des choses qu'on avait faites et qui ne se reproduit pas évidemment, c'est, avec évidence, c'est le fait d'avoir des contributions sur Internet. Je vous dis le sujet, je vous dis le greffe d'organes, voilà la loi aujourd'hui, dites-moi ce que vous en pensez. Ça, c'est un élément qui touche tout le monde. Bien sûr, vous allez avoir un lobby qui va dire allez, on va tous mettre, on va tous contribuer. Mais comme vous empêchez les contributions identiques, ça vous donne une diversité. Deuxième étape, on fait des panels citoyens. Je sais bien que les Français ne sont pas habitués à ça, c'est plutôt les pays nordiques qui le font. Mais on prend un groupe de personnes tirées au sort, on les réunit 3 week-ends, on les informe, on les fait réfléchir ensemble et ils émettent un avis. Bien ça oblige à la complexité, ça oblige à rentrer dans la difficulté. On ne peut pas dire oui ou non quand on est resté 3 week-ends à discuter de la greffe d'organes. Troisième point, on fait des débats en région. Débats en région, l'inconvénient, c'est ce que vous venez de dire. Même si c'est les comités d'éthique régionaux qui l'organisent, vous pouvez avoir le groupe des pour, le groupe des contre, et pas rentrer dans la profondeur du sujet. Et enfin, on fait des auditions par l'Assemblée nationale sur une mission d'information et on les retransmet sur LCP pour que tout le monde puisse voir ce que c'est que les experts qui viennent devant la représentation nationale exposer des difficultés du sujet. Bon, là, ça dure 1 an et demi, ça. Là, on veut le faire en 6 mois. On supprime les panels citoyens, il n'y a pas de mission d'information à l'Assemblée nationale. Je crains qu'on le fasse parce que c'est obligé, mais qu'on le fasse comme... voilà, bon, on est obligé de le faire, alors on le fait, mais de toute façon, on a décidé de faire que la procréation médicale assistée soit donnée à toutes les femmes, et donc les jeux sont déjà faits. Ça m'inquiéterait qu'un peuple comme le peuple français, qui est un peuple citoyen habitué au débat, je dirais même de temps en temps à la polémique, qu'on escamote ce grand moment de démocratie. Une question de Romain Masneau de RCF. Le CCNE, le comité d'éthique, a été renouvelé d'1 tiers en fin décembre. Est-ce qu'il a encore votre confiance, ce comité? Écoutez, je n'ai pas à avoir une méfiance vis-à-vis du comité d'éthique. Ce qui m'a un peu, je dirais, interpellé, c'est que sur la PMA, si vous lisez bien l'argumentaire du comité d'éthique, il y a une minorité qui a clairement exprimé des réserves très fortes. Non, c'est pas ça. C'est que les 2 tiers de l'argumentaire est défavorable à l'ouverture de la PMA. Et qu'à la fin, le comité d'éthique dit « mais la société est prête et donc on peut le faire ». Le CCNE, il n'a pas à se préoccuper de ce que pense la société. C'est des gens de très très grande qualité qui réfléchissent, c'est des experts. C'est le politique, l'élu, le député, qui peut dire voilà ce que pense la société. C'est les panels citoyens, le débat en région, les contributions Internet, qui disent que pensent les citoyens. On a voulu faire un triangle de vertu. Le législateur, il décide, sous l'impulsion dans la Ve République du législatif, de l'exécutif. Donc, ça, c'est eux qui votent les lois. En France, on vote les lois de bioéthique, c'est bien, c'est la représentation nationale qui le fait. 2, vous avez un comité d'éthique qui donne un avis. Et cet avis, il le donne, quelles sont les évolutions de la science qui peuvent inquiéter nos libertés fondamentales. Moi, je pense que, par exemple, l'intelligence artificielle,
C'est un grand sujet sur lequel il faut se pencher parce qu'il peut détruire nos libertés. Et puis le troisième, c'est on demande au peuple dans un débat citoyen. Mais si le CCNE se met à la place des citoyens, à ce moment-là, et qui dit moi je pense que la société est prête, mais sur quelle base? D'un sondage? Vous savez ce que je pense des sondages, voilà. Donc, sondage, je vous réponds par oui ou par non. Quand on répond par oui ou par non, forcément, on est dans une situation binaire. Et quand vous regardez bien, vous voyez que les plutôt oui et les plutôt non sont majoritaires. Ça veut dire que les Français sont quand même assez prudents là-dessus. Et puis le sondage, il dit maintenant que les mères porteuses, les Français sont pour. Eh bien, moi, franchement, si j'étais député, même si 90% des Français sont pour, accepter qu'on fasse porter, qu'on loue le ventre d'une femme et qu'on achète un enfant comme on commande un produit, je ne l'accepterai jamais. Le député, il est libre de voter ce qu'il doit voter. Donc ce triangle est perdu parce que le CCNE doit donner un avis du comité d'éthique. Il ne doit pas donner l'avis du peuple. Le peuple, il est représenté de deux façons, comme je viens de l'expliquer. Nous prolongerons, nous vous interrogerons tout à l'heure sur justement le détail, sur la PMA, sur la GPA, sur le suicide assisté qui font l'objet des débats qui vont être soumis et sur lesquels le CCNE nous a demandé aux citoyens de réfléchir. Mais pour l'instant, nous marquons une très courte pause et nous nous retrouvons dans un court instant. À tout de suite. On se retrouve donc pour la troisième partie de ce Face aux chrétiens avec pour invité Jean Leonetti, ancien ministre. On connaît les lois Leonetti et il est aujourd'hui président du Conseil national des Républicains. Il est aussi maire d'Antibes. Il est interrogé par trois journalistes, Laurent de Boissieu de La Croix, Alain Baron de Radio Notre-Dame et Romain Mazenot de RCF. Alors, M. Leonetti, on va entrer dans le cœur de ce qui a été votre sujet avec les lois Leonetti, à savoir cette révision des lois de bioéthique. Je voudrais partir d'une réflexion qui a été faite par Dominique Quignot, qui était l'ancienne directrice de La Croix et qui est membre du comité consultatif national d'éthique et qui a dit que la théorie de la pente glissante n'est pas une vue de l'esprit, et que lorsqu'on accorde, lorsqu'on cède ou lorsqu'un pas est franchi, il en entraîne toujours un autre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette théorie? Parce qu'elle est très importante. Je veux dire, les décisions qui vont être prises par le pouvoir politique sur les recommandations du CCNE, est-ce que c'est une pente glissante? Moi, je suis persuadé que la théorie de la pente glissante est une réalité. C'est la raison pour laquelle il faut fixer des limites. Camus dit la fierté de l'homme, c'est de fixer des limites. Voilà. Et un homme, ça s'empêche. Donc, effectivement, il y a un moment où il faut fixer la limite. Sinon, vous pouvez constater que chaque fois qu'on a une ouverture possible, très encadrée, l'encadrement devient de plus en plus lâche. Et sur quels critères mettre ces limites? Il y a un critère simple, on ne donne pas la mort. Voilà, ça c'est une limite. C'est une limite assez claire. À l'intérieur, on peut discuter dans l'espace qui reste, et qui est un vaste espace du non-abandon, de la non-souffrance, du non-acharnement thérapeutique. On peut discuter de modalités. Mais lorsque le président Hollande m'a demandé de revenir travailler ce sujet avec un député de la majorité de l'époque du Parti socialiste qui était Alain Claes, j'ai fixé cette limite. Non, on ne donne pas la mort. On ne donne pas la mort aux plus vulnérables, même s'ils le demandent, parce qu'on est à mes yeux, dans une rupture de la solidarité ou de la fraternité. C'est là que, même s'ils le demandent, où vous êtes maintenant minoritaire, si on croit les derniers sondages et les évolutions de la société. Quand la loi Claes-Leonetti, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, est sortie, il y a eu un sondage IFOP. Est-ce que vous êtes d'accord pour, si vous souffrez trop, etc., dormir avant de mourir, etc. 98% d'avis positifs. Donc, c'est des questions assez... la question binaire est très mal adaptée à des questions de complexité
qui tiennent à l'humain, qui tiennent à l'intime, qui tiennent au personnel et qui tiennent aussi à des phénomènes de douleur existentielle, de souffrance existentielle. Une question de Romain Mazneau de RCF. Vous avez dit tout le bien que vous pensez des sondages, mais il y a quand même des enquêtes qui sont intéressantes. Celle pour la Croix début janvier de l'IFOP, justement, où 60% des Français seraient favorables à l'extension de la PMA aux couples de femmes. Et en même temps, si on voit un peu dans le détail, il y a une très nette majorité, encore plus de Français, qui sont pour le maintien de la gratuité pour le don de gamètes et le maintien de l'anonymat pour les donneurs. Or, on sait bien que si la PMA est étendue, ces principes seraient battus en brèche. Est-ce que les Français, à votre avis, sont conscients de ces contradictions? Est-ce qu'ils sont suffisamment au fait de tous ces enjeux? Non, je pense que la pratique sondagière, je viens de le dire, ne correspond pas à la complexité. Vous venez de dire que, et c'est tout à fait juste, il y a le même sondage dit des choses évidemment contradictoires. Voilà. Donc on est dans une situation dans laquelle, pour rentrer dans la complexité, il faut rentrer dans la réflexion, il faut prendre du temps. Or, le sondage, il vous dit oui, non, plutôt oui ou plutôt non. Donc effectivement, vous basculez et regardez, analysons par exemple le sondage sur les mères porteuses. Les Français seraient favorables aux mères porteuses. Encore plus qu'à la PMA d'ailleurs, Ouais. c'est vraiment très Encore étonnant. plus que la PMA. Non, mais franchement, vous croyez qu'il y a une femme française qui accepterait d'être payée pour porter l'enfant d'un autre couple et ensuite l'abandonner à la naissance? Pourquoi, quand on pose la question, et quand vous posez la question aux gens qui répondent oui, ils disent moi je voudrais bien être utilisateur de mère porteuse, mais je ne veux pas être mère porteuse. Ce qui montre bien que généralement l'utérus de la femme, c'est une femme pauvre, et que le couple, c'est un couple riche. Franchement, la marchandisation du corps humain, c'est la pire des choses. Si on passe là-dessus, mais on n'a plus besoin de faire de loi bioéthique, on dit simplement tout ce qui est possible est permis entre adultes consentants. Et le problème est réglé. Pourquoi on se casse la tête à y réfléchir? Si on réfléchit, c'est parce qu'on se dit tout ce qui est possible, techniquement et scientifiquement, n'est pas humainement souhaitable. Donc, si on n'a pas de limite, et à mon avis, si un jour, j'espère que ça n'arrivera jamais, les mères porteuses étaient légalisées, ça voudrait dire que la marchandisation du corps de l'enfant, la location du ventre d'une femme, l'abandon d'un enfant qu'une femme a porté, la négation, au fond, de l'idée qu'un enfant, c'est surtout de l'affectif et de l'éducatif, et ce n'est pas des gamètes, bien, à ce moment-là, tout s'effondre, et il ne faut plus faire de loi de bioéthique. Il faut dire, la science arrive, puis chaque fois qu'elle fait une avancée, ben, on l'utilise. Merci Jean Leonetti de ces réflexions, et on prolonge avec une question de Laurent de Boissieu de la Croix. Laurent. Vous venez de dire que la théorie de la pente glissante est une réalité pour vous. Est-ce que la pente glissante sur la PMA, ce n'a pas été d'accepter pour l'AMP des couples hétérosexuels qu'il y ait avec don de gamètes d'un tiers? C'est un débat. Vous savez, l'éthique, généralement, moi j'ai l'habitude de dire que l'éthique, c'est un conflit de valeurs. Il y a toujours une valeur positive contre une autre valeur positive. En France, d'ailleurs, quand vous écrivez liberté, égalité, vous savez très bien que si vous poussez le curseur de la liberté, vous altérez celui de l'égalité et de la fraternité, et inversement. Donc, la question que vous posez, c'est de se dire, est-ce que le don de gamètes est légitime? Voilà. C'est ça. Que ce soit pour un couple hétérosexuel ou homosexuel. Est-ce que le don de gamètes est légitime? Voilà. Et c'est un don de gamètes, et puisqu'on considère en France que l'éducatif et l'affectif priment sur le biologique et le génétique, et c'est ma conviction, je ne dis pas qu'il l'éteint, je dis qu'il prime. La preuve, c'est qu'on accepte des adoptions, et quand un couple adopte un enfant, il est son enfant. Voilà. Et pourtant, il ne porte pas ses gènes. Et peut-être qu'il y a des enfants qui portent les gènes de quelqu'un et qui sont élevés par des parents qui ne le savent pas d'ailleurs. En tout cas, le père peut-être ne le sait pas. Bon. Donc ça veut dire que ce qui est le plus important, parce que c'est français et parce que c'est notre culture, je dirais même c'est notre civilisation, l'éducatif et l'affectif priment sur le génétique et le biologique. À partir de là, on dit, oui, alors on peut faire un don de gamètes. Mais ce don, puisqu'il est, je dirais, dans une grande neutralité,
et que personne en France, j'espère, ne croit qu'à l'intérieur du spermatozoïde, il y a l'avenir éducatif, la performance sportive, voilà, il y a la couleur de nos cheveux, de nos yeux, etc. C'est pas admis en France, ça. Les gens pensent que la génétique, ça transmet plein de choses. Et si vous allez au Danemark, dans le don de sperme, vous avez le degré d'éducation, la rémunération mensuelle, si c'est un sportif de haut niveau, s'il a fait des études. Franchement, pensez que dans un spermatozoïde, il y a ça, mais c'est une stupidité, c'est anti-civilisationnel. C'est contraire à tout ce que nous croyons tous. Donc, effectivement, le don doit être anonyme et gratuit. Mais vous aviez raison. Si demain la PMA existe, c'est-à-dire si demain la procréation médicalement assistée pour une femme seule existe, l'enfant, à un moment donné, il va dire « c'est qui mon père ?» Il ne pourra pas lui répondre « c'est un spermatozoïde qui a été donné de manière anonyme ». Alors il dira quoi? Il dira « je veux connaître celui qui a donné le spermatozoïde », croyant trouver son origine, alors qu'en réalité, il ne trouvera qu'un matériel génétique, un porteur de matériel génétique. Allez. C'est une question philosophique très grave, ce que vous posez. Moi, je pense que, oui, un couple hétérosexuel qui est stérile, il a le droit, parce qu'il y a une famille qui l'accueille, il a le droit d'avoir un repère masculin, un repère féminin, et le don est anonyme et gratuit. Mais si on rentre dans l'autre logique, mon interrogation, ce n'est pas que l'enfant ait ou non de l'amour, il aura de l'amour de sa mère, il aura de l'amour de la compagne de sa mère, personne n'en doute, avec beaucoup de sincérité. Mais est-ce qu'à un moment donné, cet enfant ne va pas dire « et où est mon père ?» Une dernière question d'Alain Baron de Radio Notre-Dame, Oui, courte. Je crois avoir entendu tout à l'heure que vous disiez pour la PMA, les jeux sont faits. Donc, à quoi servent à quoi la PMA élargie, je veux dire. J'ai dit j'ai peur que les jeux soient faits. Oui. Voilà. Mais vous avez des raisons de le dire. Ben, la raison de le dire, c'est que je suis un peu étonné que le nouveau président du comité d'éthique, à la suite d'un argumentaire contre la PMA, reprenne juste la proposition du président de la République. Allez, Romain, une dernière. Si des manifestations sont organisées sur la PMA, la GPA, vous seriez prêt à descendre dans la rue? Je n'aime pas la manifestation de rue parce que la foule, c'est violent et généralement, ça caricature. Moi, je suis pour un débat moderne et apaisé. C'est pour ça qu'on a fait les états généraux des lois de bioéthique. Je descendrais dans la rue si mes libertés fondamentales étaient menacées, s'il y avait un régime dictatorial en France, si je sentais que mes enfants puissent subir un totalitarisme ou une dictature. Je pense que, enfin, c'est ma position. Je n'ai jamais manifesté auprès de gens qui avaient ma sympathie et qui défendaient les idées qui étaient les miennes, parce que je pense qu'on est dans une démocratie, il faut faire vivre la démocratie. Faire vivre la démocratie, c'est faire vivre le débat. Et ce sera un cheval de bataille des Républicains, vous souhaitez? Ah oui. Contre la PMA? Je ne pense pas qu'il faut aller contre la PMA. On dit toujours, ah oui, vous voyez, il n'est pas clair, c'est encore un centriste. Mais moi, je voudrais que l'on prenne bien en conscience de ce que ça implique. Oui, vous nous l'avez Voilà. dit. Moi, ma question, c'était quel va être le cheval de bataille des Républicains sur ce thème? Le cheval de bataille, c'est la pente glissante. Est-ce que la PMA ne mène pas à la GPA? Parce qu'au nom de l'égalité, on dira, vous avez satisfait le désir d'enfant légitime des couples de femmes, pourquoi ne satisferiez-vous pas le demande légitime des couples d'hommes? Et la deuxième question, et la seule qui vaille, c'est est-ce que c'est l'intérêt de l'enfant de le faire naître a priori sans père? Il y a des études qui sont faites et elles sont contradictoires. Moi, en tant que scientifique, j'aimerais bien avoir un peu de prudence sur ce sujet et être sûr que l'enfant à naître n'est pas dans une situation qui, un jour, pourrait lui entraîner une interrogation, voire une souffrance. Un grand merci Jean Leonetti de ces réflexions, de nous avoir fait partager vos réflexions. C'est donc la fin de ce Face aux chrétiens. Si vous avez pris cette émission en cours, vous pouvez la retrouver sur les sites de La Croix, RCF, Radio Notre-Dame et KTO. Et on se dit bien sûr à la semaine prochaine.